Bonjour à tous et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui dans Atout Santé, nous allons parler de l'hypophyse, cette glande endocrine qui sécrète de nombreuses hormones et qui régule plusieurs fonctions de l'organisme. Quand cette glande dysfonctionne et en cas de déficit hormonal, ce sont la croissance, le métabolisme ou encore le système reproductif qui peuvent être altérés. Comment vivre avec une déficience hormonale? Quelles options de traitement existent? Ce sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui dans l'émission. Pour évoquer ce sujet, nous accueillons aujourd'hui le professeur Thierry Bru, chef de service d'endocrinologie, et le professeur Rachel Reynaud, endocrinologue pédiatre. Donc bienvenue sur le plateau d'Atout Santé. Monsieur Bru, qu'est-ce que l'hypophyse? Alors, l'hypophyse, c'est une glande endocrine. Comme vous l'avez dit, les glandes endocrines sont des petits organes qui fabriquent des hormones. Et c'est une toute petite glande, à peu près la taille d'un pois chiche, 1 cm3 environ à peine, qui est à la base du cerveau, mais pas dans le cerveau, un peu derrière le nez. Et donc une glande qui fabrique beaucoup d'hormones très importantes pour régler aussi d'autres glandes endocrines. D'accord. Et justement, donc, quand cette hypophyse ne fonctionne pas correctement, quelles sont les fonctions du corps humain qui sont altérées? Alors, déjà la croissance pendant l'enfance, entre autres, la puberté et toutes les fonctions de reproduction, mais aussi les métabolismes, parce que la thyroïde, par exemple, est réglée par la glande hypophyse. Et beaucoup d'autres glandes, comme la glande surrénale, sont réglées également, contrôlées par l'hypophyse. Donc, la glande surrénale qui fabrique des hormones vitales. Donc en fait, on dit que l'hypophyse, c'est un peu le chef d'orchestre des glandes de l'organisme parce qu'elle contrôle un petit peu tout le fonctionnement hormonal. D'accord. Et quelle est l'incidence de ces maladies? Est-ce que ce sont des maladies fréquentes ou rares? Alors non, ce sont toutes des maladies rares. En fait, c'est un groupe de maladies qui se ressemblent par certains côtés, mais qui sont toutes différentes. Et chacune répond à la définition d'une maladie rare, c'est-à-dire moins d'un cas sur 2000 dans la population. Certaines sont très très rares, d'autres un petit peu moins. D'accord. Et est-ce qu'on connaît les causes de ces différentes maladies, de ces déficits? Alors dans certains cas, on connaît certaines causes qui peuvent être des causes génétiques, mais dans beaucoup de cas, on ne connaît pas les causes de ces maladies encore actuellement. D'accord. Professeur Reynaud, est-ce qu'on est avec un déficit hormonal ou est-ce que c'est quelque chose qui survient plus tard dans l'enfance? Alors, il y a différents mécanismes. On peut naître avec un déficit hormonal et en général, c'est lié à une anomalie de formation de l'hypophyse, parfois associée à d'autres anomalies de formation pendant le développement fœtal. Dans d'autres cas, on peut acquérir une maladie hypophysaire, soit parce que l'hypophyse a su marcher un temps mais ne le sait plus par une origine génétique, soit parce qu'il y a un processus tumoral qui va empêcher l'hypophyse de fonctionner. Donc le déficit hypophysaire peut être présent dès la naissance ou apparaître tout au long de l'enfance et de l'adolescence comme au cours de la vie adulte. D'accord. Et donc justement, que ce soit pour les jeunes patients atteints par ces pathologies ou pour leur entourage, vivre avec un déficit hormonal n'est pas anodin. Dans le reportage à suivre, nous sommes allés à la rencontre de jeunes patients et de leurs familles qui suivent des ateliers d'éducation thérapeutique pour mieux vivre avec la maladie. Je vous propose de visionner ce reportage réalisé par Patrice Loez et Laurence Ferry. Bienvenue à cet atelier d'éducation thérapeutique sur l'insuffisance surrénale. Cet atelier d'éducation thérapeutique s'adresse aux enfants et à leurs parents. Ce sont des enfants qui ont besoin d'un suivi régulier à l'hôpital, qui ont besoin d'un traitement souvent plusieurs fois par jour à la maison et une adaptation de leurs conditions de vie, de leur intégration à l'école, de leurs loisirs, de la façon dont ils font du sport, etc. Parfois, dans des situations de stress qui sont des situations à risque de décompensation, les parents doivent augmenter les doses ou changer de type de traitement, passer des traitements par comprimé à des traitements par injection, ou savoir dans quelle situation ils doivent se rendre aux urgences. Ça fait partie des choses qu'on leur apprend pendant ces ateliers. On leur apprend également à comprendre la maladie, ce qui se passe dans le corps de façon physiologique quand tout fonctionne bien, ce qu'il se passe quand une glande ou plusieurs fonctionnent moins bien. Donc là, regardez, on a des petites glandes qui sont représentées en carton. Je fais un piège, c'est ce qui est dessiné. Tu sais ce que c'est ça? Ouais, très bien. Elles sont posées sur les reins. Et alors, elles sont un petit peu au-dessus, comme un chapeau. Je m'appelle Soran, j'ai 10 ans.
Je viens pour apprendre un peu plus sur ma maladie. J'ai appris plein de choses. J'ai appris que si je prenais pas, par exemple des cachets, je serais malade, j'avais mal au ventre, j'aurais mal à la tête aussi. Alors il est important que l'enfant connaisse bien son traitement, d'une part pour accepter de le prendre et comprendre quelle est son utilité. C'est parfois lourd de devoir prendre un traitement plusieurs fois par jour, d'autant plus en cas de déficit hypophysaire où on a parfois plusieurs traitements à prendre plusieurs fois par jour. Certains traitements qui se font sous forme d'injection, donc avec une contrainte supplémentaire qui n'est pas parfois mal tolérée par l'enfant. Et donc comprendre à quoi il sert et même être conscient de son efficacité, c'est quelque chose d'indispensable pour l'acceptation de la prise du traitement au quotidien et donc pour l'observance, c'est-à-dire pour améliorer la prise du traitement de façon adéquate au long cours. Et là, vous injectez tranquillement. Allez, allez. Dans le pied. Doucement. Ouais. Après. Donc cela passe souvent par plusieurs étapes, avec parfois des périodes d'observance qui sont un peu moins bonnes, un temps, le temps que l'enfant acquiert une autonomie qui soit bien satisfaisante et la maturité psychologique qui est nécessaire pour cela. Et les ateliers peuvent soutenir cet apprentissage de l'autonomie. Donc en conclusion, comprendre sa maladie et l'accepter en passant parfois par l'éducation thérapeutique, ça permet de vivre au quotidien de façon bien plus satisfaisante avec sa maladie. J'ai appris plein de choses dans cet atelier et j'ai trouvé ça utile. De retour sur le plateau d'Atout Santé, si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui nous parlons de maladies hypophysaires rares. Professeur Hainaut, quand on parle de troubles de la croissance ou du métabolisme, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les enfants atteints de ces pathologies ? Alors, le trouble de la croissance est assez simple à définir. Vous avez un enfant qui aura un ralentissement de la vitesse de croissance et qui va grandir moins vite que les autres. Ce trouble de la croissance peut révéler soit un défaut de production d'hormones de croissance directement par l'hypophyse, soit des anomalies de fonctionnement, par exemple de la thyroïde, qui a un rôle aussi essentiel pour pouvoir permettre la croissance de l'enfant et l'équilibre métabolique en termes de transit ou de tolérance glucidique, etc. Voilà. Donc il n'y a pas seulement des symptômes au niveau de la croissance de l'enfant. Non, on peut avoir des défauts de croissance qui sont, si je reprends l'exemple pour la maladie thyroïdienne, il peut y avoir un manque d'hormones thyroïdiennes qui va ralentir la vitesse de croissance, mais créer aussi des défauts de concentration de l'enfant par des difficultés d'apprentissage. Il peut y avoir d'autres troubles tels que la frilosité ou les troubles du transit qui seront associés à ces troubles de croissance. Est-ce que les formes peuvent être plus ou moins sévères ? Alors oui, certains enfants vont avoir un défaut de production d'une seule hormone hypophysaire, l'hormone de croissance par exemple, ou l'hormone qui va dire à la glande thyroïde de fonctionner. Et puis d'autres pourront avoir des défauts de production de l'ensemble de l'hypophyse, où là ils auront le défaut de production de l'hormone du stress dont on a bien pu parler pendant le reportage, les défauts de production d'hormones qui nous permettent de concentrer nos urines et pas faire pipi tout le temps. Qui est une caractéristique aussi de la partie postérieure de l'hypophyse. Et donc, à chaque déficit, il va y avoir un traitement médicamenteux à proposer qui sera soit sur une forme orale, soit sous des formes d'injection telles que l'hormone de croissance. Oui, c'est ce que nous avons vu, là, l'entraînement des parents pour les injections. Quel est du coup le quotidien pour ces patients ? Il y a une certaine régularité à respecter dans leur traitement ? Oui, la régularité est importante. Les traitements qui sont administrés sont actuellement des médicaments à prise quotidienne ou pluriquotidienne. Il commence à avoir des médicaments qui sont administrés différemment, mais on en parlera probablement au cours de l'émission. Et donc, il y a obligatoirement des prises tous les matins et parfois 2 à 3 fois dans la journée, ce qui impacte notamment l'intégration scolaire, les interventions et les accompagnements à l'école notamment. D'accord. Est-ce qu'ils ont des problématiques auxquelles ils sont confrontés, au-delà de l'exemple que vous donnez sur les horaires scolaires ? Ils peuvent avoir des problématiques de gestion du stress. Le traitement peut être un traitement routinier quand la vie va comme tous les jours et sans situation aiguë. Et puis s'il y a un accident, un stress, une situation difficile à gérer, il faut adapter le traitement par hydrocortisone, par exemple. Si cet enfant a des défauts de production d'hormones qui empêchent de faire pipi et que le traitement a été mal pris le matin pour différentes raisons, il faut qu'il puisse être capable de reprendre son traitement à l'école notamment pour éviter de courir aux toilettes tout au long de la journée. Et au cours de l'évolution de la maladie, est-ce qu'il y a des moments plus ou moins compliqués pour la gestion de la maladie et du traitement ? Alors,
Oui, il y a des moments compliqués, mais je ne veux pas être caricaturale vis-à-vis de l'adolescence. Il y a des adolescents qui, au fur et à mesure, ont pu être accompagnés et ont bien assimilé les contraintes de leur traitement et ne poseront pas de problématiques d'observance. D'autres pour lesquels, comprenant moins bien l'intérêt des différents traitements, ils pourront avoir des difficultés d'observance. Et donc c'est en ça où l'éducation thérapeutique doit permettre d'accompagner la famille et l'enfant au fur et à mesure de la compréhension, puisqu'il faut aussi, pour comprendre, être capable de faire acte d'abstraction. Et ça, il faut attendre 8-9 ans chez l'enfant pour pouvoir le faire. Donc, les difficultés varient en fonction de la tranche d'âge et doivent être accompagnées par une équipe expert. Très bien. Comment évoluent ces maladies au cours du temps, en règle générale ? Ça dépend des causes. Il peut y avoir des défauts de développement de l'hypophyse qui vont avoir un déficit précis au moment du diagnostic qui ne bougera plus ensuite. D'autres causes vont aboutir à des défauts de régulation de l'hypophyse par elle-même et les déficits vont se superposer et s'ajouter au fur et à mesure de la vie. Mais ça peut être aussi bien pendant l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte, ce qui implique des périodes de transition et des accompagnements et une coordination entre l'endocrinologue pédiatre et adulte. Donc vous êtes assez positive, si les enfants sont bien accompagnés et donc prennent bien leur traitement, ils peuvent espérer avoir une vie quasiment normale malgré leurs déficits. C'est notre challenge pendant la pédiatrie, c'est de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent prendre, on va dire, leur maladie hypophysaire en sac à dos et avancer avec ces contraintes de traitement, mais pour qu'ils aient une intégration sociale et professionnelle la plus normale possible. Merci pour vos réponses. Après avoir évoqué les insuffisances hormonales chez les enfants, nous allons nous intéresser aux problématiques rencontrées par les adultes atteints de ces pathologies. Mais avant cela, nous vous proposons de découvrir les coulisses sur la recherche sur ces maladies rares, dont la compréhension est capitale pour pouvoir un jour espérer pouvoir proposer un traitement. Un reportage proposé par Patrick Loez et Laurence Ferry. Je m'appelle Teddy Fauquier, je suis ingénieur de recherche dans l'équipe du professeur Bru. Pour pouvoir lutter contre une maladie, il faut déjà comprendre comment elle fonctionne, quelles en sont les causes, afin de pouvoir en tirer les conséquences. Nous sommes vraiment dans un laboratoire de recherche fondamentale où nous essayons de comprendre les mécanismes de pathogénicité des différentes mutations que nous avons identifiées chez les patients au sein du service à l'hôpital. Mon rôle dans l'équipe est de développer des modèles in vitro permettant de mimer certaines pathologies, notamment les maladies hypophysaires. Il s'agit de maladies souvent congénitales, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dès la naissance. Donc pour nous, le but est d'arriver à reproduire le développement hypophysaire pathologique de nos patients, entre guillemets, dans des cultures cellulaires. À l'heure actuelle, nous avons une cohorte de plus de 1500 patients pour lesquels nous avons collecté des échantillons d'ADN. Nous avons cherché des mutations dans leur ADN qui pourraient expliquer ces pathologies hypophysaires. À l'heure actuelle, sur ces 1500 patients, nous avons détecté des mutations quasiment chez tous ces patients. Par contre, pour seulement 10% d'entre eux, nous sommes en mesure d'expliquer pourquoi ces mutations aboutissent à une maladie hypophysaire. Pour cela, nous utilisons des cultures d'organoïdes. Donc, les organoïdes hypophysaires sont une technologie qui a été développée par une équipe japonaise que nous sommes en mesure de reproduire. Nous sommes des rares labos au monde qui arrivent à utiliser cette technique. Et le but, en fait, est de faire pousser des cellules souches humaines en 3 dimensions et suivant un protocole précis afin de générer des cellules hypophysaires suivant un rythme de croissance qui va mimer le développement hypophysaire humain tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. L'avantage de cette technique est qu'on peut utiliser des cellules souches normales, mais également des cellules souches génétiquement modifiées, dans lesquelles nous aurons fait une édition du génome afin de pouvoir mimer les mutations que nous avons étudiées chez nos patients. Et grâce à cela, nous allons pouvoir, en quelque sorte, reproduire le développement de l'hypophyse de nos patients tel qu'elle s'est passée au cours de leur vie embryonnaire. Et une fois que nous avons compris comment ces maladies fonctionnent, les médecins sont capables d'utiliser ces informations pour améliorer le diagnostic et potentiellement les traitements. De retour sur le plateau d'Atout Santé, si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui nous parlons des déficiences hormonales liées aux maladies hypophysaires chez l'enfant et chez l'adulte. Nous sommes donc toujours en présence du professeur Thierry Bru, chef de service d'endocrinologie, du professeur Rachel Reynaud, pédiatre endocrinologue, et nous accueillons à présent également le docteur Frédéric Albarel, endocrinologue, et Florian, qui est un patient qui a accepté de témoigner, qui vient nous parler de son insuffisance hormonale. Docteur Albarel, une fois la croissance terminée, quelles sont les principales problématiques rencontrées par les adultes atteints d'une maladie hypophysaire ?
Alors donc le professeur Reynaud vous a bien expliqué l'ensemble des problématiques pédiatriques finalement de ces jeunes qui ont des déficits qui apparaissent dans l'enfance. Et nous, notre rôle à l'âge adulte, ça va être de les accompagner dans la suite. Donc la suite, ça va être la poursuite du traitement hormonal, les motiver à bien prendre leur traitement hormonal de façon régulière, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est des traitements qui vont être pris à vie. Et à les aider aussi à passer de l'enfance à l'adulte, donc à la période de transition, ce qu'on appelle, à l'adolescence, qui, comme le disait tout à l'heure Madame le professeur Reynaud, il ne faut pas être caricatural. Chez certains ados, ça se passe très très bien. Chez d'autres, il faut peut-être être un petit peu plus proche, faire un accompagnement un petit peu rapproché pour leur expliquer pourquoi, par exemple, l'hormone de croissance, qui est une hormone qui, dans l'enfance, c'est facile de comprendre que ça va faire grandir les jeunes. Mais à l'adulte, l'hormone de croissance, elle n'aura pas le même rôle. Donc il faut leur expliquer quel est l'intérêt à l'âge adulte, finalement, quelle est la différence entre la prise de traitement dans l'enfance et à l'âge adulte, la façon de le prendre. Et puis également toute la problématique qui n'a pas été abordée forcément dans l'enfance, qui aura été abordée probablement à la transition, c'est la problématique entre guillemets de fertilité. Parce que certains de ces enfants n'auront pas de façon spontanée une fabrication d'hormones sexuelles. Il faudra donc au départ leur donner des traitements substitutifs, mais les aider au moment où ils désireront pour une femme une grossesse ou pour un homme un enfant. Et ces maladies ont forcément un impact sur la fertilité ? Alors, on le disait tout à l'heure, en fait, en fonction de la cause, il peut y avoir des jeunes, je parle de jeunes parce qu'on parle de jeunes adultes qui veulent des enfants éventuellement, qui, pour certains, auront une puberté et d'autres n'auront pas eu de puberté en fonction de la cause, en fait, de ce déficit hypophysaire. Ça peut être des déficits isolés, des déficits combinés, on peut avoir un ou plusieurs déficits hormonaux, et parfois, effectivement, ça peut toucher l'axe qu'on appelle, nous, gonadotrope, ça veut dire l'axe des gonades, des organes sexuels. Donc non, ça ne touchera pas tous les patients porteurs de déficit hypophysaire, mais ça touchera ceux qui ont des déficits en hormones gonadiques. Et quand il s'agit de femmes, comment ça va s'articuler leur organisation de la prise en charge de ce déficit hormonal pour la reproduction ? Alors, d'abord, ce que nous faisons, c'est que nous rassurons les femmes. Les femmes, elles ne vont pas vouloir un enfant à tous les moments de leur vie, elles vont avoir un traitement hormonal le reste du temps. Et lorsqu'elles voudront une grossesse, il faudra qu'on modifie le traitement. Nous, les endocrinologues, on va se mettre en contact avec les gynécologues, des gynécologues qui sont spécialisés dans la fertilité, des gynécologues, ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, de la PMA. Et nous travaillons à l'hôpital de la Conception à Marseille, particulièrement avec le professeur Blandine Courbière, avec qui je suis en contact pour justement, nous on appelle ça stimuler la fertilité des femmes. Très bien, merci pour vos réponses. Maintenant, Florian, vous êtes atteint justement d'une insuffisance hormonale. Quel a été votre diagnostic ? À quel âge a-t-il été posé ? Le diagnostic a été posé très tôt lorsque j'étais tout petit, autour de l'âge de 4 ans. J'avais des courbes de croissance anormalement basses, autour de mes 2 ans. Donc mes parents se sont renseignés, j'ai eu beaucoup d'examens à subir pour comprendre pourquoi j'étais en retard de croissance. C'était dans les années 87. Donc les diagnostics ont été faits et donc j'avais un retard de croissance dû à une anomalie près de l'hypophyse. C'est la tige pituitaire qui est légèrement bouchée. Donc ils se sont rapprochés d'un docteur qui était sur Avignon, le docteur Tronconi, qui a proposé d'attendre, parce qu'à l'époque c'était des hormones humaines qui étaient injectées. Et dans les années qui suivaient, il y allait y avoir les hormones de synthèse. Donc j'ai attendu mes 7 ans pour être traité aux hormones de croissance. Et justement, comment cette pathologie a affecté votre vie au cours des différentes étapes ? Donc, vous parliez de l'enfance, mais aussi de l'adolescence. Ça a affecté surtout en étant petit, quand j'étais jeune, parce que c'était un peu l'inconnu, c'était un nouveau traitement au niveau des hormones de synthèse. Mes parents ne savaient pas du tout dans quoi on s'embarquait pour ce traitement. Pour avoir une idée, à l'âge de 7 ans, je mesurais, donc j'ai ressorti mon carnet de santé hier, je mesurais 99 cm. Un an plus tard, j'avais pris 15 cm grâce au traitement. Donc ça a évolué très vite après, par la suite, sur la prise de traitement. Et pendant la période d'adolescence, âge adulte, vu les effets positifs qu'il y avait sur le traitement, on accepte facilement le traitement quand il fonctionne. Donc c'était plutôt facile à accepter et justement à suivre, à appliquer.
Et quand vous avez souhaité devenir parent, quel a été l'impact de la maladie? Quelle prise en charge a été faite? Comme disait le docteur Albarel, l'impact c'est qu'en ayant un traitement, mon corps n'était pas en capacité de produire les hormones pour la reproduction. Donc on a dû adapter le traitement. Je suis passé sur un traitement à la LH et à la FSH au moyen d'une pompe qui est adhésive et qui injecte toutes les 90 secondes, il me semble, un produit, l'hormone. Donc c'était un nouveau traitement. C'était aussi une part d'inconnu parce que je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Et ça a mis 15 mois, je crois, à fonctionner. Et au bout de 2 ans, on a pu avoir une production de gamètes naturellement et faire de la congélation et par la suite une FIV XI. Très bien. Et est-ce que du coup vous aviez une préservation de votre fertilité? C'est ce que vous disiez? Oui. Vous avez une congélation des spermatozoïdes? Oui, au sein de la conception. D'accord. Oui. Et diriez-vous que cette période a été difficile pour vous? C'est difficile moralement parce que le souhait d'avoir un enfant est là et il dépend entièrement de ce traitement-là, de la réussite du traitement. Donc les mois passaient, les premiers résultats n'arrivaient pas au début, donc c'était bien sûr inquiétant et ça a fini par fonctionner. Donc toute cette mauvaise période-là a été balayée, a été oubliée dès que ça a fonctionné. Et en même temps, vous voyant aujourd'hui avec une taille adulte normale et le fait que vous ayez pu avoir des enfants, vous êtes porteur d'un message d'espoir. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux patients qui ont ce type de pathologie? Moi, j'ai eu la chance que mes parents s'investissent et me fassent vraiment suivre le traitement au plus tôt. La taille qui était estimée, si je n'avais pas pris de traitement, c'était 1m30, 1m40, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je fais 1m77. Si je le dis pas, on ne se rend pas compte que j'ai une maladie, donc ça a très bien fonctionné. Donc il faut suivre le traitement, il faut consulter très tôt, et après la médecine fait le reste, je veux dire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, professeur Bru, outre les hormones de synthèse qui vont permettre d'atténuer les symptômes ou de corriger les déficits, est-ce qu'il existe des traitements pour soigner la maladie, pour traiter la cause de la maladie? Donc actuellement, nous n'avons pas vraiment de traitement pour traiter la cause de la maladie. Ce que nous faisons, ce sont des traitements de remplacement des hormones qui manquent, donc des traitements qui doivent être suivis à vie. Donc les progrès qui sont à attendre à relativement court ou moyen terme, ce sont peut-être des améliorations dans les modes d'administration de ces traitements. Mais nous faisons aussi de la recherche, vous avez vu dans le reportage, qu'il y a également beaucoup de recherches pour essayer d'aller comprendre mieux les causes de ces maladies et peut-être un jour de les traiter plus précocement. Il n'existe pas non plus de traitement pour freiner ou ralentir la maladie? Non, en principe, ce sont des maladies dans le cadre de ces défauts de développement de l'hypophyse, qui sont des maladies qui sont souvent génétiques et qu'on ne peut pas modifier vraiment, on peut les corriger en apportant les hormones qui manquent. Et, professeur Reynaud, est-ce qu'on peut espérer, justement grâce à la recherche, d'autres évolutions dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des pistes intéressantes? Toujours dans la suite à la fois du propos du professeur Bru et du reportage que vous avez vu, on pourrait imaginer, comme on le fait par exemple pour le diabète avec des petites greffes de cellules qui vont produire de l'insuline, on pourrait imaginer la production de petites capsules avec des cellules qui vont pouvoir produire soit de l'hormone thyroïdienne, soit l'hormone qui dit à la thyroïde de travailler, etc. C'est des voies de recherche et des hypothèses en fonction des autres maladies qui ont aussi des déficits de production hormonale. En tout cas, les idées sont là et je pense que dans, on va dire 20 ans ou 30 ans, probablement pas avant, il y aura des possibilités thérapeutiques différentes. Merci à tous pour ces échanges. Donc c'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants ainsi que les spectateurs qui ont suivi l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez dès demain visionner cette émission sur la chaîne YouTube Atout Santé. Vous pouvez également poser des questions et poser vos commentaires sur Facebook ou sur Instagram. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé.